Bonsoir mes amis investisseurs, comment allez-vous? Ça fait plaisir d'être ici à chaque mardi à 20 heures pour parler d'un nouveau sujet des finances avec vous. Aujourd'hui, on va parler des trois risques liés aux ETF et comment les éviter surtout. Comment allez-vous? Je vais voir qui est là déjà. On va attaquer la présentation. Allez, allez. Je passe à la presse. Comment allez-vous? Je vais voir qui est là. Ludovic, Marc, Popcorn, comme toujours, bonsoir. Lionel, Mamadou, Carole, bonsoir, bonsoir. Donc aujourd'hui, on va parler des quelques risques. Est-ce que tout le monde ici possède des ETF? Est-ce qu'il y a des investisseurs 100% ETF ici ou quelqu'un qui fait un portefeuille mixte ETF actions? Dites-moi dans les commentaires. Allez, pour ceux qui tombent ici pour la première fois, je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier et sur cette chaîne, je suis là chaque mardi à 20 heures pour parler d'un nouveau sujet des finances. Donc, soyez bienvenus, mon accent vient du Brésil. Donc, comme je viens de dire, à chaque mardi, vous avez des cours gratuits des finances ici sur cette chaîne YouTube. Ok? Ma chaîne principale, Club des Valeurs, c'est une chaîne de plus de 160 vidéos disponibles déjà. Je vous invite de cliquer dans la description de la vidéo pour vous abonner et recevoir toujours un nouveau contenu des finances. OK? Donc aujourd'hui, on va attaquer les principaux facteurs des risques. Donc les tracking erreurs, les risques de clôture et les risques de composition. Et après, on va parler, je vais faire une petite conclusion. Ça marche? Les sujets d'aujourd'hui, il est hyper important, surtout pour les investisseurs d'ETF ou ceux qui s'intéressent aux ETF, car je vais vous donner des astuces de comment éviter certaines erreurs. Ça marche? Luc, 100% ETF. Tony, 100% ETF. Carole, mix avec des ETF. Loïc, 100% ETF. Ah, je vois là, il a beaucoup d'investisseurs d'ETF. N'oubliez pas que pour avoir une belle qualité des vidéos, changer la configuration de la vidéo, les petits boutons de configuration, vous pouvez mettre en haute qualité. Ça marche? Bon, d'abord, pour vraiment les débutants, ceux qui commencent à investir, s'intéressent pas par les sujets, c'est quoi un ETF? Donc, on peut résumer juste un ETF comme un panier d'actions, ok? Juste pour faire une introduction au sujet. À la place d'aller dans la bourse, d'avoir un compte d'investissement, et acheter Carrefour, acheter Crédit Agricole, acheter Schneider, acheter L'Oréal, acheter Louis Vuitton, vous pouvez simplement acheter un panier où il y a toutes les actions dedans. Vous pouvez acheter un panier d'actions français, un panier d'actions américain, un panier d'actions brésilien, un panier d'actions indien, un panier d'actions japonais. Donc, il y a des actifs du monde entier. Vous pouvez même acheter un panier d'actions qui s'appelle les ETF Monde, où il y a les principales sociétés du monde entier dedans. Donc, vous pouvez faire ça. Comme ça, c'est une manière bien diversifiée d'investir sur les mondes entiers. Okay? Donc, introduction basique pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup par rapport les sujets, mais sont intéressés par rapport les ETF. Donc, c'est simplement un panier d'actions. À la place d'acheter une seule action, vous pouvez acheter un panier déjà prêt et c'est facile d'acheter comme si c'était une action. Il suffit d'avoir un compte d'investissement chez DeGiro, chez Bourse Direct par exemple, pour pouvoir commencer à les acheter. Bon, première erreur, c'est les tracking erreurs. Tout le monde ici connaît les tracking erreurs déjà, j'imagine, ou non? Qui ici connaît les tracking erreurs? Comment ça fonctionne et comment l'éviter? Je vais savoir. Ça vient de l'anglais tracking error. Donc, tracking error, ça veut dire qu'on a un erreur de suivi. Est-ce que vous connaissez ça déjà? Non? Oui? Allez. Imaginez la courbe de cet indice-là. C'est l'indice indien. OK? Je pourrais utiliser un autre indice, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer tout à l'heure l'indice monde. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup moins de tracking error. Tout à l'heure, je vais vous expliquer quelles sont les raisons pourquoi on a ces problèmes. Donc ici, vous voyez l'investissement sur les paniers d'actions indiens, donc un investissement sur les principales sociétés indiennes. Et vous voyez que l'indice de référence a fait 118% pendant que l'ETF a fait dans la même période 85%. Donc c'est une différence qui n'est pas négligeable. Donc 85 à 118, ça donne quand même 33% de différence sur les longs termes. Ça pèse beaucoup sur la rentabilité. Donc le tracking error, c'est justement cette différence de rentabilité entre l'indice de référence et l'ETF. Mais Michael, c'est quoi l'indice de référence? Bon, si vous achetez un ETF CAC 40,
C'est un ETF, c'est un panier d'actions qui va suivre les 40 plus importantes sociétés de la France. Donc, si vous achetez un panier, vous voulez en fait que votre panier puisse faire le suivi parfait de cet indice de référence. Vous imaginez que c'est un panier théorique, il n'existe pas. Donc, imaginez qu'on va placer les 40 sociétés dans un panier. Et donc, dans la moyenne, certaines sociétés vont monter, certaines sociétés vont baisser. Dans la moyenne, les marchés les hausser à long terme. Et donc, vous voulez que votre portefeuille, votre investissement fasse exactement comme l'indice de référence. Si vous tapez sur Google CAC 40, si vous faites un investissement sur les CAC 40, vous voulez exactement que votre investissement fasse comme les CAC 40. Si vous faites un investissement sur l'SP500, vous voulez que votre investissement fasse exactement comme l'SP500. Et dans ces cas ici, vous pouvez remarquer que l'investissement de la personne qui a acheté de l'indice du panier indien, elle n'a pas fait la même rentabilité que l'indice de référence. Quelqu'un qui tape sur Google MSCI India, ok? Donc ça veut dire que c'est l'indice indien. Normalement, si on achète un panier d'actions, on va avoir la même rentabilité. Et on voit ici que ce n'est pas le cas. Ok. Et bon, les tracking error, c'est l'écart de rentabilité entre l'ETF par rapport à son indice de référence. Donc ici, vous avez un petit tableau, donc vous avez les fonds, ok, et l'indice de référence. Fonds ici, c'est l'ETF, ok, donc la première ligne, c'est l'ETF. Donc vous avez la rentabilité de l'ETF monde maintenant, ce n'est pas l'ETF indien. Donc vous voyez que sur l'ETF indien, on a un gros écart. Sur l'ETF monde, cet écart il est beaucoup plus petit. Sur 1 an, c'est un écart de moins 0,08. Sur 2 ans, moins 0,25. Sur 3 ans, moins 0,40. Sur 4 ans, moins 0,54. Et sur 5 ans, moins 0,57. Est-ce qu'à votre avis, ce type d'écart, il est normal? Est-ce que cet écart ici de l'ETF monde, il est acceptable? Je ne vais pas dire c'est normal, mais j'échange la question. Est-ce que c'est acceptable sur 5 ans avoir seulement une différence de 0,57% par rapport à l'indice des références qui est théorique? À votre avis, ça va ou ça va pas? Vous, comme investisseur d'ETF, qu'est-ce que vous pensez? Ça va ou ça va pas? Exactement, Lionel. C'est la différence entre l'indice et les fonds, entre l'indice et l'ETF. Okay? Il ne faut pas oublier que l'indice des références, c'est un indice théorique. Il n'existe pas. C'est juste un calcul mathématique. Les CAC 40, c'est un calcul des 40 actions, des 40 principales sociétés françaises dans un panier. Et si on achète dans la vraie vie, on veut que nos investissements fassent exactement les suivis de la courbe de CAC 40. Okay? Ça va, c'est acceptable, oui. Il y a les frais de gestion, donc oui, exactement. Donc, on va considérer que sur 5 ans, notre indice de référence a fait 50,98 et notre ETF a fait 50,41. Une petite différence de 0,57, c'est complètement acceptable. Ici, donc, on voit l'ETF monde à nouveau, l'indice et l'ETF. Ok, donc, vous voyez que la courbe, c'est pareil. On ne voit même pas complètement la différence entre la courbe bleue et la courbe orange, parce qu'elles font exactement la même chose. Ici, j'ai pris de l'image, donc la différence, c'est de 2,85% de tracking error sur 10 ans. Okay. Donc, j'ai mis la souris sur la valeur, la dernière valeur. Ces graphiques-là datent de 2020. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire à partir des 10 dernières années, mais de 2022. C'est juste un exemple. Donc, vous avez une différence de moins de 3% sur 10 ans. Donc, ici, il y a quelques astuces que je vous donne pour acheter des ETF et éviter les tracking errors. Une valeur de tracking error inférieure à 3% sur 5 ans et 8 ans sur 10 ans, c'est acceptable. Quelque chose proche de ça, c'est aussi acceptable. Mais si vous avez un tracking error qui dépasse les 15% sur 10 ans, ça commence à être déjà un erreur grave de garder cet ETF. Okay? Donc, vous voulez un ETF qui fasse les suivis exacts de la courbe théorique, qui fasse les suivis exacts de l'indice de référence. Normalement, la majorité des ETF respectent ces critères, surtout des ETF G1 comme l'ETF Monde, ETF SP500, ETF CAC 40, mais certains indices de marché, certains ETF de marché plutôt nichés où il n'y a pas beaucoup d'investisseurs ou que c'est difficile de faire les suivis comme l'ETF indien, on va trouver des écarts de ce type-là. Donc, faites attention surtout sur les ETF des niches de certains pays spécifiques ou de certains secteurs. Normalement, les ETF qui sont larges, les paniers d'actions qui sont très connus, on ne va pas avoir ces problèmes comme c'est le cas de l'ETF Monde. Ça marche? Bon, quelles sont les causes des tracking error? Il y a beaucoup de causes en fait.
c'est impossible déjà d'avoir une actualisation instantanée de l'ETF par rapport à la capitalisation de toutes les sociétés cotées dans l'ETF. Donc, les timings et les volumes. Donc, je vais changer la caméra juste pour vous expliquer ça. Imaginez que vous avez donc les CAC 40. Vous avez acheté l'indice CAC 40. À chaque minute que les marchés négocient, il y a certaines actions de ces paniers qui vont monter, des autres actions qui vont baisser un peu. Et donc, quand vous achetez, vous placez de l'argent, des vrais, vous faites un investissement dans la vie réelle, vous voulez que votre investissement suive l'indice de référence, suive la courbe théorique. Sauf que pour suivre exactement la courbe théorique, l'émetteur de l'ETF, la société financière qui a créé ces paniers d'actions, elle doit vendre et acheter des actions rapidement, à chaque minute, à chaque 2 minutes. Donc, c'est très difficile de faire un suivi exact. Par exemple, l'action des Renault est baissée de 1% sur la dernière minute. Une autre action est montée de 2%. Donc, pour que l'émetteur puisse vraiment faire cette négociation, surtout si l'ETF est physique, c'est très compliqué. Donc, ça dépend du volume de négociation, ça dépend du timing aussi du marché. Donc, c'est normal d'avoir ces petits écarts-là. C'est très difficile dans la vraie vie d'avoir un suivi parfait. OK? Une autre chose, c'est les règles imposées par l'autorité du marché. Donc, par exemple, aux US, limite de 25% les poids d'une action par rapport à un ETF. Ici, c'est écrit d'un ETF sur une action, mais c'est le contraire, évidemment. Donc, on ne peut pas avoir une action qui pèse plus de 25% d'un ETF. Vous pouvez dire, oui, mais c'est normal. Normalement, dans les ETF, dans les indices, une action ne va pas peser plus que 25%. Mais justement, ça dépend. Certains indices de référence, certains secteurs vont avoir des sociétés qui pèsent énormément dedans. Okay? Donc ça, c'est déjà une limitation. Si l'autorité de marché dit quel est les poids maximum qu'on peut avoir dans un portefeuille, et que les vrais portefeuilles, l'indice de référence possède un poids plus élevé que 25%, ça va être impossible déjà de faire les suivis. Les frais de management de portefeuille, évidemment que certains portefeuilles, certains ETF sont synthétiques. Sur ma chaîne Club des valeurs, j'ai fait une vidéo super spéciale qui explique la différence entre les ETF synthétiques et les ETF physiques. C'est quoi la différence de ces types de paniers d'actions? J'explique là-bas en détail, je vous invite à regarder cette vidéo. Mais les frais de management et les frais d'achat et les assurances d'un ETF synthétique aussi vont ajouter cet écart des rentabilités. Il y a certains ETF aussi qui font des emprunts d'actifs pour compléter le panier d'actions. Par exemple, ils ne peuvent pas acheter 10 000 actions de Schneider. Donc, ils vont emprunter dans les marchés entre les banques. Ils vont faire des emprunts d'actifs pour pouvoir avoir exactement les poids qu'il faut de Schneider dans les portefeuilles. Donc, tout ça, il y a des frais. Ça fait un petit écart à long terme. OK? Donc, ensuite, donc ici, vous avez les 4, OK? Et maintenant, on va parler des risques de clôture. Avant que j'avance, est-ce que c'est clair ce que c'est les tracking erreurs et comment l'éviter? Maintenant, si je vous dis, si vous êtes intéressé par exemple sur les paniers d'actions de santé, par exemple les stocks 600 santé, les principales sociétés de santé de l'Europe, qu'est-ce que vous allez faire pour vérifier si votre indice que vous voulez acheter, il a un tracking error bon ou pas? Qu'est-ce que vous devez faire? Parce que ça ne suffit pas de connaître la théorie maintenant dans la vie pratique. Si vous êtes intéressé par rapport à un ETF, qu'est-ce que vous allez faire pour ne pas tomber sur cette erreur? C'est là que je vais savoir. C'est là où il y a l'utilité de notre live. Qu'est-ce que vous faites? Luc, il faut aller sur les sites de l'émetteur. Très bien. Donc, imaginez que vous êtes intéressé à acheter, par exemple, l'ETF Monde. Donc, son code, c'est CW8. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sur Google, vous allez taper ETF Monde CW8, vous allez cliquer sur les premiers liens, et sur ces liens, il va vous afficher les graphiques. Et sur les graphiques, juste en dessous des graphiques, il va vous montrer les performances aussi. Et sur les performances, ils sont obligés de vous montrer l'écart. Donc, vous allez faire l'analyse de l'actif que vous êtes intéressé. Je vous dis toujours, il y a des gens qui pour acheter une télé, acheter un pantalon, ils passent 2-3 jours en train de regarder l'internet, en train d'aller au magasin. Mais pour faire un investissement de votre épargne, que c'est très sérieux, il y a des gens qui veulent juste dépenser 1 minute et acheter. Non, passez 5 minutes pour aller sur les sites des ETF qui vous êtes intéressé, regardez l'écart, regardez les tracking errors, et si c'est bon, si ça suit les recommandations que je donne ici, donc un tracking error inférieur à 3% sur 5 ans et inférieur à 8% sur 10 ans, c'est acceptable. Si ça reste pas loin de ces valeurs-là aussi, c'est acceptable.
Ça marche? Est-ce que c'est bon du coup? J'ai essayé, regardez l'historique, très bien. Comme iShares, par exemple. Oui, si l'indice c'est d'iShares, vous allez regarder les sites de iShares. Si l'ETF c'est d'Amundi, vous allez regarder les sites d'Amundi. Mais juste le fait de taper les noms de l'ETF sur Google, vous allez tomber normalement déjà sur les bons liens. OK? Donc, il faut regarder les graphiques. Deuxième erreur, risque de clôture. Beaucoup d'investisseurs ont peur du risque de clôture. Je vais vous expliquer ce qui arrive. C'est quoi les risques de clôture? Donc, en 2020, il y a environ 7000 ETF disponibles dans le monde. Ça en 2020. Comme dans la crise de 2020, entre 2021 et 2022, ces chiffres-là, il n'a pas changé. Environ 200 ETF sont créés et 100 ETF sont clôturés par an dans le monde. Okay? Ça veut dire, OK, s'il y a des nouveaux ETF, on s'en fiche parce qu'on va choisir notre ETF et on va investir à long terme. Mais si l'ETF que je possède, il est clôturé, si la société qui a créé ces paniers d'actions qui doit suivre l'indice de référence, s'il est clôturé, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je perds mon argent? Avant de répondre à ça, je voudrais vous montrer donc un graphique qui montre ici, il va jusqu'à 2017. Donc en bleu, vous avez la quantité d'ETF qui sont créés dans les mondes par an. Et en rouge, en orange, rouge, vous allez trouver la quantité d'ETF qui sont clôturés dans les mondes. Donc vous voyez qu'à chaque année, on a plus d'ETF. Parce que normalement, il y a des investisseurs qui sont intéressés par certaines des niches sur certains pays. Donc à chaque fois qu'il y a plus de gens dans les marchés financiers, on va avoir plus d'ETF. Mais aussi, on a des ETF qui sont clôturés. Donc, ici, je donne un exemple. J'ai fait une capture d'écran, OK? Et donc, c'est du site d'Amundi quand il a décidé de fermer l'Euro Stocks 50. Donc, afin d'optimiser sa gamme de produits, Amundi ETF a décidé de liquider des fonds des droits irlandais. Amundi Euro Stocks 50 et Amundi Europe. Compartiment de la CCAV Albi Invest, 24 d'avril 2017. Concrètement, cela signifie que vos actions des fonds, donc vos actions d'ETF, donc vos investissements que vous détenez seront rachetés sans frais à cette date et que vous recevrez les produits de ces rachats. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Qu'ils vont en fait clôturer ces ETF, donc les investisseurs qui avaient ces ETF dans les portefeuilles, ils vont se faire racheter. Donc imaginez que vous avez 2000 euros d'un ETF qui s'est fait clôturer. Vous allez simplement recevoir des 1000 euros dans votre compte d'investissement. Vous n'allez rien perdre. Donc, et c'est quoi en fait ces risques de clôture? Parce qu'au moment que ça va clôturer et vous allez recevoir ces montants d'argent, vous devez acheter, vous devez trouver dans les marchés un même indice de référence si vous êtes intéressé. Imaginez que vous avez un ETF Brésil et que cet ETF, après quelques années, il est clôturé. Vous allez recevoir cet argent dans votre compte bancaire, votre compte d'investissement, votre CTO. Et donc, à partir de ce moment, si vous voulez continuer à acheter de l'indice brésilien, si vous voulez investir sur les marchés brésiliens, vous devez acheter un autre ETF brésilien. Si c'était un ETF américain, vous devez chercher un même ETF qui va faire un suivi du même indice de référence. OK? Donc, en termes de pertes d'argent, vous n'avez pas de pertes d'argent. OK? Donc, vous allez simplement recevoir vos fonds, vous allez recevoir l'investissement. Ça marche? Est-ce que quelqu'un ici a déjà eu un ETF clôturé ou pas? Ça va pour l'instant? Et lieu exactement, l'argent est restitué sur les comptes. Ah, excellente question. Oui, mais après, comment on investit en une seule fois ou en DCA? Bon, imaginez que vous aviez tout l'argent investi sur l'ETF. Si on va réfléchir sans les passions, si vous avez 2000 euros investis sur un ETF brésilien et que d'un coup vous allez recevoir cet argent sur les CTO, à principe, vous devez acheter 2000 euros de l'ETF brésilien avec un nouveau émetteur. Point barre. Parce qu'avant, vous ne faisiez pas de DCA, c'était un argent déjà cumulé sur l'actif. Vous aviez 2000 euros sur certains actifs. Maintenant, il suffit de placer les 2000 euros sur les mêmes actifs. Donc, vous voyez, il y a cette différence aussi. Mais pour ceux qui, peut-être c'était un ETF qui rentabilisait pas beaucoup, peut-être c'était un ETF qui était survalorisé. Dans ces cas, c'est même un avantage parce que maintenant, vous pouvez faire les DCA à la place d'acheter dans un seul coup. Donc, pour répondre à ta question, ça dépend du contexte.
Du point de vue pratique, ça donne la même chose que d'acheter dans un seul coup. Mais si c'était un ETF surévalué, tu peux faire du DCA et donc ça va être même un avantage. OK? Ah oui, il ne faut pas oublier, hein, il faut repayer les frais d'achat, évidemment. Parce que si vous allez acheter à nouveau un autre ETF, vous allez payer les frais d'achat. Donc, votre perte, ce sera la perte par rapport aux frais. OK? Normalement, les frais ne vont pas dépasser 0,5% si vous faites un achat un peu plus élevé. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous faites du DCA, vous allez payer des frais à chaque achat que vous faites avec les DCA. Quand même, c'est un risque. Et donc, à la conclusion, je vais vous donner quelques astuces pour éviter ce type de risques. Mais j'ai fait une vidéo sur ma chaîne Club des valeurs qui j'explique ça en détail. La vidéo s'appelle La liquidité des ETF. La vraie liquidité des ETF. On ne peut pas dire qu'il suffit d'acheter un ETF avec 100 millions d'investissements ou 200 millions d'investissements. Ça, c'est déjà un bon paramètre, mais il y a des autres variables à regarder. Mais en grosso modo, pour les petits investisseurs, il suffit de regarder la taille de l'ETF. Est-ce que si on va additionner les montants d'argent investis par tous les investisseurs, est-ce que ça dépasse 50 millions? Est-ce que ça dépasse 80 millions? Normalement, ça va déjà. Si c'est un ETF des niches, on accepte même 30 millions, 35 millions. Et peut-être vous pouvez poser la question, pourquoi les ETF sont clôturés? Ça, c'est une question légitime. Les frais d'un ETF, c'est d'environ, allez, on va dire que c'est 0,20%. Donc, chaque 1000 euros que vous placez dans l'ETF, ils vont prendre par 1 0,20%, ce qui va donner 2 euros. OK? Imaginez que ces 2 euros, ils servent à payer les analystes financiers, à payer les gérants de cet ETF, il faut payer toute la bureaucratie, la technologie arrière. Donc, les frais que vous payez servent à payer la société, qui dans ce cas c'est Amundi par exemple, qui va manager cet ETF, qui va manager ces paniers d'actions. À la place d'acheter une seule action, vous allez voir une petite partie de plusieurs sociétés. Donc, ça demande que quelqu'un fasse une automatisation et que ça aide des analystes qui font le suivi de ces paniers d'actions. Donc, ça sert à payer cette équipe, par exemple. Et évidemment, comme toutes les sociétés du monde, ils doivent faire des bénéfices, ils doivent gagner de l'argent aussi. Ils doivent avoir de la marge nette. Et donc, s'il y a un ETF qui a peu d'investisseurs et peu d'argent investi, bah, ça ne va pas rapporter beaucoup de frais à la société émettrice de l'ETF. Et donc, ils vont être pas rentables. Et ça, c'est une des raisons qui vont faire clôturer l'ETF. Donc, un ETF comme l'ETF Monde, l'ETF CAC 40, un ETF qui a beaucoup de gens qui font des investissements dedans, normalement, ils ne vont pas être clôturés. Normalement, ce sont les ETF des niches ou les ETF très spécifiques qui vont être clôturés. OK? En grosso modo, ce n'est pas 100% des cas sont comme ça, mais dans la majorité des cas, c'est comme ça. OK? Ça va? Qui dit, j'espère que l'effet boule de neige ne soit pas brisé. Non, dans ce cas, il n'est pas brisé parce que si tu achètes dans la même journée ou une semaine d'après les mêmes actifs, la rentabilité que vous allez avoir au lendemain, ça va impacter tous les montants déjà accumulés. Donc, en fait, l'effet boule de neige, ça continue sans problème. OK? Très bonne question. Bon, on a aussi les risques des compositions. C'est quoi les risques des compositions? Allez. Les risques de décomposition, c'est simplement, je vais dire que ce n'est pas un vrai risque, en fait. C'est la manque d'analyse. Pourquoi? Imaginez que je vais acheter l'ETF Water, l'ETF qui va investir sur les sociétés qui travaillent avec la distribution d'eau, avec la vente d'eau, ou qui vont simplement utiliser beaucoup d'eau dans les processus industriels. Donc, ils vont utiliser de l'eau, ok? Imaginez si les Convesco Global Water, que c'est un ETF, sur les 5 dernières années, il a fait 33% de rentabilité. Les First Trust Water, les deuxièmes à droite, il a fait à 69% de rentabilité sur la même période. Si je vous demande si vous voulez investir sur les sociétés qui travaillent avec de l'eau, est-ce que vous voulez faire un investissement sur les Invesco Global Water, les premiers, ou sur les First Trust Water, les deuxièmes? Est-ce que vous voulez un ETF qui a montré que pendant les périodes de hausse, il a fait 33%, ou un ETF qui a fait 69%, plus que les doubles. Et les deux vont investir sur le même domaine d'activité, des sociétés qui travaillent avec des lots. Vous voyez la différence? Donc, vous voyez la différence que ce n'est pas la même chose. Et pourquoi c'est un risque de composition entre guillemets?
Peut-être l'Invesco Global Water, c'est lui qui a rentabilisé moins. Peut-être il a plus de sociétés, il est très bien diversifié. Donc les sociétés les plus gagnantes ne vont pas peser beaucoup. Les First Trust Water, probablement, il a moins de sociétés. Donc et les sociétés qu'il y a dedans, elles sont très rentables. Ou sinon, l'Invesco Water, les premiers, c'est lui qui a rentabilisé moins. Ok? Il possède très peu de sociétés et les sociétés qui sont dedans n'ont pas bien rentabilisé. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs cas possibles, plusieurs scénarios, mais une chose, c'est sûr, les deuxièmes ici, on voit qu'ils rentabilisent beaucoup plus que les premiers. C'est pour ça que si vous êtes intéressé sur un ETF des niches, un ETF spécifique, vous devez chercher tous les ETF qui existent dans les marchés et regarder quelle est la composition du portefeuille. Combien de sociétés il a dans les portefeuilles? Quels sont les top 10 des sociétés? Quels sont les principaux pays en termes de diversification géographique dans l'ETF? Vous devez regarder tout ça. Parce que ça va impacter la rentabilité de long terme de vos investissements. Là, on parle du secteur de l'environnement, de l'eau, mais ça pourrait être pour l'intelligence artificielle, ça pourrait être pour les véhicules électriques. Donc, tous les ETF des niches que vous voulez acheter, vous devez faire attention sur la rentabilité de long terme comparée aux concurrents. Et ça ne veut pas dire que vous devez forcément choisir celui qui a fait plus de rentabilité au passé. Parce que les données du passé sont du passé. Mais vous devez comprendre tout ce que vous achetez. Vous devez savoir qu'est-ce qu'il y a dedans l'ETF. Si c'est un ETF SP500, ça va. Vous savez qu'il y a les 500 plus grosses sociétés de marché américain. Si c'est les CAC 40, ok. Vous savez que ce sont les 40 plus grosses sociétés de marché français. Si c'est les Bovespa brésiliens, ok. Vous savez que ce sont les 63 sociétés plus grandes du marché brésilien, etc. Sauf que sur les marchés des niches, marché de l'eau, des métaux, des santé, etc., ils vont pas avoir toujours les mêmes sociétés. Ils vont pas avoir toujours la même répartition. C'est pour ça que vous devez forcément regarder en détail la répartition géographique et sectorielle et quels sont les top 10 des sociétés. Pour faire ça, il suffit de taper les noms de l'ETF sur Google. Vous allez sur les sites de l'ETF, vous allez regarder la répartition géographique, la répartition des sociétés, combien pèsent les top 10 des sociétés. Il y a des indices qui les top 10 pèsent beaucoup, des autres indices qui les top 10 ont pesé très peu. Donc il y a cette différence-là. OK? Je vais voir les questions ici. Mathieu, la fusion Lixor-Amundi risque d'une fusion de leurs ETF Monde, CW8 et WLD? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que les deux ETF sont très grands. Mais ce qui peut arriver, c'est que les ETF des niches qu'ils possèdent, les deux possèdent en même temps. Je ne sais pas, je donne un exemple n'importe quoi ici. L'ETF indien, par exemple. On suppose que Lixor possède un ETF indien et Amundi pareil. Donc là, peut-être ils vont clôturer un des deux ETF. Si un des deux, c'est pas trop rentable. Mais les ETF classiques, Monde, SP500, CAC 40, Europe, Stock 600, ils vont pas clôturer parce qu'il a des clients. Il a des clients suffisants qui donnent de la rentabilité sur les deux. Ok? S'ils commencent à faire ça, en fait, ils vont perdre des clients par des émetteurs américains. Donc, ils n'ont aucun intérêt d'embêter les clients en train de clôturer les ETF sans une bonne raison. Sans une bonne raison. Même qu'un ETF soit plus rentable que l'autre, ils vont quand même les garder. Sauf si l'ETF est vraiment pas rentable du tout. Ça veut dire qu'ils perdent de l'argent. Ok? Souvent, l'émetteur ne donne pas les top 10 positions et ce n'est pas toujours possible de savoir la totalité de la composition. Michel, je peux parier que 99% des émetteurs donnent les top 10. C'est juste que tu n'as pas bien cherché. J'ai dit ça parce que je suis presque sûr que tu n'as pas cherché sur les bons endroits. Ok? Tous les émetteurs sont obligés de donner les top 10 des sociétés. Et s'il n'est pas écrit sur les sites des émetteurs, tous les émetteurs vont suivre un indice de référence. Par exemple, MSCI Inde. Si tu rentres sur les sites d'Amundi et tu ne vois pas les top 10, c'est qu'il doit avoir. Tu vas sur Google et tu tapes MSCI Inde. Et donc, c'est un indice de référence. Et cet indice de référence, il est construit par une société financière qui est obligée de montrer les top 10 des sociétés. Donc, tu vas tomber sur un site qui n'est pas forcément de l'émetteur, mais tu vas trouver les top 10. OK? Elliot, pendant que j'y pense, dans les suivis des portefeuilles sur les drives, lorsqu'on achète une action US avec une parité euro-dollar 0,88 et ensuite la même action mais parité 0,95, on somme les deux,
En fait, tu peux faire, dans le monde idéal, tu dois considérer la parité pour faire les calculs exacts. Ok. Donc, tu vas considérer, tu vas utiliser une multiplication par 0,88 et après une autre multiplication par 0,95 dans l'onglet historique. Ok. Si ça reste pas clair, on fait un live, on fait ça, un live spécifique pour montrer comment remplir les informations sur un fichier de suivi. Ok. Ah, Luc a posé une très bonne question. Parfois, les ETF qui font le suivi d'un même indice, ils n'ont pas les mêmes prix. Par exemple, un ETF qui va faire le suivi du marché monde, il va avoir un prix de 20 euros et l'autre va coûter 300 euros. Pour un particulier qui investit 200 euros, 300 euros par mois, ça peut être compliqué de faire un bon management des portefeuilles si l'ETF il coûte beaucoup, si une part coûte 300 euros. Et donc, normalement, il va donner préférence à l'ETF qui pèse 20 euros ou 30 euros la part. Donc ça, c'est normal aussi, c'est une chose à remarquer. Et il y a beaucoup d'investisseurs, par exemple, qui sont intéressés sur les Russell 2000, l'indice des petites et mid sociétés américaines. Et parfois, sur la majorité des cas, il coûte des 100 euros, des 150 euros, 400 euros. Donc il faut chercher celui qui pèse moins en termes des montants d'argent, qui une part coûte 50 euros, 40 euros, si vous avez une limitation des budgets mensuels euh, pour faire l'investissement de long terme. Okay? Donc c'est très important. Je vous dis ça parce que j'ai déjà fait les portefeuilles des centaines de personnes. Il y avait des personnes qui sont arrivées et dit, Michael, j'ai 250 euros par mois pour investir et je vais investir sur... j'ai des préférences sur le marché américain, etc. Ok, j'ai tout dit, toutes les données financières de la personne, etc. Et par exemple, je peux pas, et elle dit, je vais investir que sur les PA. Mais à certains moments, je ne peux pas recommander certains ETF sur les PA parce que justement, cet ETF disponible sur les PA, une part va coûter 300 euros. Donc forcément, je dois trouver des autres types d'ETF qui vont faire plutôt la même rentabilité ou plutôt la même philosophie d'investissement pour que la personne puisse faire les suivis de portefeuille, puisse faire les achats mensuels. Donc si vous avez un budget limité, normalement inférieur à 300 euros par mois et que vous avez un portefeuille 100% ETF, vous devez faire attention au prix de la part de l'ETF. Ça marche? Bruno, boa noite, bonsoir. Mathieu, j'ai même pas la liste des Eurostock 600. J'ai appelé l'Elixir, ils me disent que c'est un secret, mais n'importe quoi. Si on rentre sur les stocks 600, sur les sites officiels des stocks 600, on va avoir la liste des principales sociétés qui sont dedans les stocks 600. OK? Et il y a une chose qu'ils disent que sont secrets, c'est que parfois, sur les ETF synthétiques, on ne va pas avoir exactement les suivis de l'indice de référence. Par exemple, à la place du CAC 40, à la place d'avoir les 40 sociétés du CAC 40, certains émetteurs ils vont acheter 10 sociétés qui ne sont même pas sur les CAC 40, mais ils possèdent une corrélation mathématique presque parfaite. Donc, 10 autres actions qui vont faire presque la même chose que les CAC 40. Ça, c'est un sujet un peu plus poussé des finances, ok? Mais ils peuvent faire ça, la loi permet de faire ça, et c'est totalement légal, et ça fonctionne. Et donc, c'est pour ça qu'ils disent que c'est un secret. Parce que parfois, la liste d'actions qu'ils utilisent, c'est pas exactement la liste de l'indice de référence. Mais tu peux trouver toujours la liste de l'indice de référence. Si tu tapes sur Google stock 600 sociétés, tu vas trouver une liste des sociétés qui appartiennent au stock 600. Si tu tapes stock 600 indice sur les Google, tu vas tomber sur les sites des stocks, qui c'est la société qui va créer des indices de référence. Donc, toujours, tu vas trouver. OK? Donc, à part les secrets qu'ils disent, c'est ça. Parfois, l'indice ne va pas être exactement, l'ETF ne va pas être exactement comme l'indice de référence. OK? Les risques de composition. Donc, vous devez connaître les paniers d'actions. Donc, étudier l'ETF que vous êtes intéressé. Vous devez connaître la diversification, sur quel pays, sur quelle région l'ETF il investit. Comme on avait vu pour l'ETF Water, il y a une grosse différence de rentabilité qui normalement va être liée à la liste des sociétés qui sont dans les paniers d'actions. Okay? Donc, attention aux ETF des niches. Sur les gros ETF, vous n'allez pas avoir cette grosse différence de composition, de rentabilité. Mais sur les ETF des niches, les ETF des 7R, vous allez trouver cette différence. OK? Et n'oubliez pas que Google est votre meilleur ami sur ça aussi. Hein. Donc, vous tapez les noms de l'ETF ou sinon, vous allez
simplement taper les codes de l'ETF, vous allez trouver plus d'informations par rapport à ça. Ok? Une astuce que je vous donne, c'est d'aller sur les sites d'Elixir et les sites d'Amundi. Vous allez sur l'onglet Produits. Ok? Et donc là-bas, il y a la liste des 200 ETF disponibles chez Amundi, la liste des 300 ETF disponibles chez Elixir. Et là-bas, c'est là-bas que vous allez découvrir quel type, vous allez connaître des nouveaux types d'ETF qui investissent sur un certain secteur ou sur un pays que vous connaissez même pas que ça existait. Ok? Donc, il suffit de passer un peu de temps sur les sites aussi des sociétés émettrices pour connaître un peu plus des ETF disponibles. Ok? Donc, par rapport aux risques de décomposition, les risques de décomposition est présent sur les ETF des niches sectorielles, comme je viens de dire. Sur l'SP500, vous savez que l'SP500, c'est les 500 plus grosses sociétés de marché américain, donc il n'y a pas de surprise. Mais sur l'ETF intelligence artificielle, sur l'ETF économie digitale, sur l'ETF véhicules électriques, sur l'ETF water, donc la sélection des sociétés elle est différente. Donc vous devez savoir exactement ce que vous allez placer, ce que vous placez sur votre portefeuille. Ok? Parce que les choix de votre ETF, c'est les choix de votre portefeuille, des actions principales de cet ETF. Donc, petite conclusion pour éviter les 3 erreurs. Donc, la majorité des risques n'impactent pas les montants investis par l'investisseur, sauf dans les cas des tracking erreurs. Parce que dans ces cas-là, si vous choisissez un mauvais ETF, il ne va pas faire le suivi exact de l'ETF. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est analyser l'historique de l'ETF. Regardez sur les 5 dernières années et sur les 10 dernières années, quels étaient les tracking erreurs. OK? Les risques de clôture, il faut éviter les ETF peu liquides. Une des variables pour éviter ça, c'est acheter simplement des ETF qui possèdent quelques millions investis dedans. Si vous entrez sur les sites d'Amundi et Elixir, vous allez trouver aussi l'information de combien d'argent il est investi dedans. Ça marche? Risque de décomposition. Il faut connaître les principales sociétés de portefeuille, la diversification et l'ère historique. Donc, vous allez regarder sur les sites d'Amundi, sur les sites d'Elixir, quelles sont les propriétés, les principales sociétés de portefeuille, la diversification, etc. Maintenant, je vais aller sur l'Internet, je vais aller sur les sites d'Amundi ou Elixir pour qu'on puisse regarder un peu les informations qu'on trouve dedans. OK? Donc, attendez juste une petite minute parce que je n'avais pas prévu ça, mais je pense que ça va être super intéressant pour vous. OK? Donc, je vais chercher ici un ETF. Hop. Donc, voilà. Je vais partager avec vous. Attendez. Voilà, je pense que ça va aller maintenant. OK. Donc, je vais voir ici avec vous. Donc, ici, c'est les iShares Stock Europe 600, par exemple. Donc, vous pouvez voir la performance. OK. Donc, vous allez voir l'écart, par exemple, ici, sur les 10 dernières années. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que c'est bon pour vous? Déjà, d'abord, hein? Ça va? Je pense que tout le monde voit mon écran ici. Donc ici, vous avez qui est les benchmarks, l'indice donc vous avez ici les deux courbes. Vous voyez qu'une a fait 123% et l'autre 119%. Donc sur 10 ans, une différence qui ne dépasse pas les 4%, donc complètement acceptable. OK? Donc les bleus, c'est l'indice des références et en vert, c'est les paniers d'actions. Donc vous avez ici le total des rentabilités par 1. OK? Vous avez quelques informations, c'est un ETF physique. Donc ici, je descends un peu plus et vous allez trouver donc les noms et les codes de l'ETF. Ici, vous avez la répartition par secteur, donc les Europe 600, les secteurs divisés à finance, santé, industrie, consommation, etc. Vous avez l'allocation géographique, donc les Royaumes-Unis, la France, la Suisse, l'Allemagne, etc. Donc voilà. Et après, vous avez aussi quelques documents un peu plus poussés, des financiers ici, que vous pouvez avoir accès. Donc, hop. Ensuite,
Celui-là, c'est les mêmes. Donc ici, on est sur les sites des Lixer. Allez, j'ai fait particulier. Allez, donc ici, on a un cours sur gestion. Vous avez ici, c'est 1 million. Donc, 4 895 millions, ça donne 4 milliards. Donc, on a beaucoup d'argent dedans sous gestion. On a les prix de la part. Donc, une part de cet ETF, ça coûte 180 euros à ces moments. Vous avez la performance YTD, c'est depuis les débuts de l'année. Donc, performance depuis 1er janvier. Les frais, 0,07, donc vraiment faible, vraiment négligeable, ces niveaux des frais. Vous avez la performance ici. Donc, ici, il commence à mesurer en 2014. Donc, vous avez une différence de 2%. Donc, vraiment, les tracking errors, c'est acceptable. Donc, voilà, c'est bon par rapport aux tracking errors. Et vous avez, si on descend un peu plus en bas, voilà, Lixer Stock 600 Europe. Vous avez dit que ce n'était pas possible de voir les top 10 des sociétés. Voilà, ici chez Elixir, vous pouvez voir les top 10 des sociétés. Nestlé, La Roche, AstraZeneca, SML, Novartis, Shell, Novo Nordisk. Et vous avez les poids que ça représente dans les portefeuilles aussi. Donc voilà, si il y a un autre indice de référence stock 600, vous pouvez même comparer les top 10. Comme c'est un indice large, très connu, ça ne va pas changer les top 10 sociétés. Mais si c'est un ETF des niches, comme j'avais expliqué, intelligence artificielle, water, vous devez comparer et voir quels sont les top 10 des sociétés et aller un peu plus à fond pour connaître les sociétés. Donc ici, je descends, il va y avoir 600 sociétés dedans. Les dividendes moyens, c'est des 2,69% par 1. La finance pèse 16%, la santé presque 16%, industrie 14%. Ici, vous avez la répartition par devise aussi, 51% euros, 23% livres et francs suisses 15%, etc. Répartition par pays, 25% Royaume-Uni, 15% Suisse, 15% France, Allemagne 11%, Pays-Bas 6%, etc. Et voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Si je vais à la présentation, c'était ça, on avait fait la conclusion. Pour aujourd'hui, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, toujours jeter un œil sur les sites des émetteurs. Vous allez trouver toujours la liste ou la répartition géographique ou la répartition sectorielle aussi, et toutes ces informations en fait. Vous allez voir les prix de la part, combien de millions sont investis sur l'indice des références, car ça va vous donner une idée si l'indice est liquide ou pas pour éviter l'erreur. Et les tracking errors, il suffit de passer la souris sur la courbe pour comparer l'indice des références avec l'ETF. OK? Mathieu, 10 sur 600. Il suffit d'aller sur eStocks, sur les sites des références, que tu vas trouver la liste des beaucoup plus de 10 sociétés. Il ne faut pas oublier que quand ils disent eStocks 600, ce sont les principales sociétés de l'Europe. Et donc, il suffit de prendre les CAC 40, plus les FTSE de l'Angleterre, plus les BEL 20, plus les AX 30, plus les DAX 30 plus. Donc, il faut sommer tous les indices des références de l'Europe. Et en fait, toutes ces 600 sociétés qu'il y a en Europe vont être dedans. La seule différence, c'est que les poids des sociétés vont changer. Les plus grandes vont peser plus. OK? Donc, c'est ça en fait. Michel, j'ai dit qu'on accède qu'aux 10 et pas toutes. Ah, là, j'ai bien compris, Michel. Mais cette liste, elle est pas cachée. OK? Est toujours intéressant d'investir à long terme sur les ETF de facteurs type Momentum et Growth. Autrement dit, est-ce que les ETF continueront à battre les indices des références à long terme? Attention, genre, imaginez qu'on va utiliser l'SP500. Si on ajoute les facteurs Momentum ou Growth, normalement, on va battre l'indice SP500. Okay? Si on ajoute les facteurs Momentum, aussi. Si on ajoute les facteurs Qualité, aussi. Donc, la théorie financière montre que si on prend un panier d'actions et que maintenant on va sélectionner que les sociétés des momentum élevés ou les sociétés de qualité plus élevée, on va battre l'indice qui n'a pas les facteurs qualité ou pas les facteurs momentum. Pour l'instant, ça continue vrai sur les longs termes. Si vous regardez sur 5 ans, 7 ans, 3 ans ou 2 ans, parfois l'indice normal va faire une rentabilité plus élevée, surtout pendant les crises et les baisses.
Mais à long terme, si on regarde sur des périodes de 10 ans ou plus, les facteurs momentum, les facteurs value et les facteurs qualité vont battre l'indice des références sur les longs termes. Michael, qu'est-ce que tu penses des risques structurels des ETF? On entend de plus en plus des voix qui s'élèvent par rapport aux risques des ETF, etc. Sincèrement, depuis que j'ai étudié pour devenir analyste, j'entends parler de ça. Les ETF ont été créés en 85, donc ça date déjà presque des 40 ans. On n'a jamais entendu parler d'une seule personne dans le monde qui a perdu de l'argent avec les ETF à cause des structures financières des ETF. Comment les ETF sont construites. Donc, il n'y a pas de cas comme ça. Et donc, quand ils disent qu'il y a une erreur intrinsèque, que les ETF vont exploser, etc., ou que les ETF commencent à peser beaucoup dans le monde, les ETF pèsent même pas 15% de tous les marchés financiers du monde. Pour avoir un impact sur les marchés réels, il faut que ça commence à peser un peu plus. Évidemment que ça va impacter les prix de certaines actions, mais impacter les marchés par complet, pour l'instant, ce n'est pas le cas. À mon avis personnel, Michael, et je ne suis pas le meilleur analyste du monde, hein, j'ai fait les meilleurs possibles pour l'être, mais bon, il y a des gens qui ont des expériences de 30 ans, 40 ans. Mais à mon avis, la majorité d'analystes qui disent que les ETF, il y a une bulle et que ça va exploser, etc., ça va aller à zéro, il y aura un problème, sont les mêmes qui prédisent des crises à chaque 6 mois. Donc, à mon avis, un jour, ils vont avoir raison peut-être. Mais à la force de dire 1 million de fois la même chose, un jour, ils vont avoir raison. Mais ça fait 40 ans et depuis la première année que ça existe d'ETF, on n'a jamais eu un seul cas d'une bulle d'ETF. Et avec les poids que les ETF pèsent dans les mondes encore, ce n'est pas le cas. Pour impacter les marchés par complet, ce n'est pas le cas. OK? Non, parce que depuis le début de l'année, les ETF mentaux ont sous-performé les indices des références. Pas seulement depuis le début de l'année, hein. Si tu regardes sur les 3 dernières années, les momentos n'ont pas surperformé l'indice des références. Mais si tu regardes sur des périodes de 8 ans, peu importe si c'est des 90 à 98, ou 2000 à 2008, ou 2005 à 2013, 2022, 2014, sur période de 8 ans ou plus, l'indice momentum bat les marchés parce que pendant les périodes de hausse, il a des hausses beaucoup plus élevées. Mais pendant les baisses et pendant que les marchés les plats, normalement, il va faire la même rentabilité ou un petit peu moins que ça. Donc, c'est vraiment sur les longs termes. Sur les courts termes, tu peux avoir des différences. Ah, et toujours, hein, c'est la fin du monde, hein. Et je vous assure, j'ai commencé à investir sur les marchés brésiliens. La volatilité sur le marché brésilien est beaucoup plus élevée. C'est un pays avec un risque énorme, avec des taux énormes. C'est un pays en développement, quoi. C'est pas un pays développé comme la France. La bourse est la plus petite aussi, hein. La bourse française dans le monde pèse 3,5% de la bourse mondiale. Les marchés brésiliens pèsent 2,5%, donc c'est pas très loin de la France non plus, mais c'est une bourse peu petite par rapport aux marchés américains. Et même ici au Brésil, où les choses fonctionnent pas trop bien comme en France, les gens sont moins pessimistes ou sont moins alarmistes par rapport aux crises ou à la destruction de la monnaie, de la devise, etc. Je pense que c'est une question culturelle aussi. Et ça fait partie du business. Vous devez juste filtrer toutes les choses qu'il faut garder, qui sont vraiment importantes, et les choses qui ne sont pas importantes. C'est la même chose depuis que l'euro il existe, les gens disent que l'euro va disparaître. Ça peut disparaître un jour, hein, mais peut-être d'ici un siècle ou d'ici 10 ans. Probablement un jour il va arriver à la fin, ou simplement d'ici 1000 ans il va continuer à être là. Notre objectif, c'est pas de deviner les choses, c'est d'être préparé pour les choses. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai un peu de l'argent en euros, j'ai un peu d'argent en dollars, j'ai un peu d'argent en devise brésilienne, et peut-être d'ici à quelques temps, je peux avoir de la devise des francs suisses, de la Suisse, et simplement on paie des crypto-monnaies aussi. Donc, mon objectif, c'est pas de deviner les choses qui vont arriver parce que j'ai pas cette capacité. Je ne crois pas que les gens ont cette capacité non plus. Mon objectif, c'est juste d'être préparé pour tous les scénarios possibles. Et si un mauvais scénario arrive, ça va impacter notre portefeuille, ça va être pénible, ça va peut avoir des baisses. Mais ce qu'on doit éviter, c'est les pires scénarios possibles. Les pires scénarios possibles, c'est aller à zéro ou avoir des pertes qu'on ne va jamais récupérer. Donc, si vous avez un minimum de diversification sur des sociétés, sur des secteurs, sur des pays, sur des devises, bah, il faut vraiment que les mondes arrivent à la fin pour faire les portefeuilles aller à zéro. Sinon, à chaque baisse, c'est simplement une opportunité pour acheter un peu plus. Vous voyez? Au moins, c'est de cette manière que je vois les choses. Parce que si vraiment on regarde les choses sur Internet ou les news de marché tous les temps,
Toujours c'est la fin du monde et toujours cette crise c'est pire que la précédente. Toujours c'est le cas. Toujours cette crise c'est pire que la des 29. Toujours cette crise c'est pire que l'autre. Et on voit qu'il n'y a pas de crise pire ou moins pire, c'est simplement des cas différents. À chaque fois, on a des cas différents. La pandémie, par exemple, c'était une nouvelle chose que ma génération, la génération de la majorité des personnes ici, n'ont jamais vécu. Donc tout le monde pensait que ça serait la pire crise de l'histoire. Mais bon, aujourd'hui, on a de la technologie, on a des certains accès à la technologie, aux vaccins, etc., qui peuvent limiter les choses qu'on n'avait pas un siècle arrière. Donc même la prochaine crise, ça serait difficile de deviner comment ça va toucher vraiment les marchés. Et c'est pour ça que j'ai continué avec les stratégies et je ne change pas ma stratégie parce que quelqu'un a dit quelque chose d'autre. Une chose que je rigole toujours, c'est analyste chez Amundi dit que la prochaine bulle, ça va être les mois prochains. Bah, je m'en fiche, je suis analyste financier aussi, j'ai fait des études et peut-être que j'ai étudié même plus que lui. Donc, vous voyez, il a 1 million d'analystes financiers dans le monde. Vous allez écouter qui? Vous voyez, donc je préfère vraiment être au centre des choses et aller jamais aux extrêmes et toujours avoir ce biais des long terme. Depuis 4 siècles, la bourse, elle existe. C'est un filtre naturel pour expulser et supprimer les sociétés qui sont endettées, supprimer les sociétés qui ont pas, qui continuent pas à développer un certain bon produit et un bon business. Et dans la bourse, ça reste que les bonnes sociétés qui ont des profits. Parce que les mauvaises sociétés, elles vont à zéro et quittent la bourse. Donc, si vous restez vraiment à long terme, toujours il y aura quelqu'un qui va gagner de l'argent. Peu importe ce qui arrive dans la société, toujours il y aura quelqu'un qui va gagner de l'argent. Et la bourse permet d'être partenaire exactement de ces types de sociétés. S'il y a 500 sociétés dans les marchés américains et qu'aujourd'hui 400 sont négatifs, bah, l'objectif c'est de savoir analyser pour trouver quelle est la centaine de sociétés qui est profitable et gagne de l'argent. C'est impossible que tout le monde dans le monde perde de l'argent. Vous voyez, donc même dans les tragédies, il y aura quelqu'un qui a un business qui va aider les gens et vont gagner de l'argent. Donc voilà. Je pense que j'ai beaucoup parlé par rapport à ça, mais c'était juste une façon de donner mon opinion personnelle. Ok? Bruno, comment acheter la devise suisse? Tu peux simplement investir sur la bourse suisse. Donc, tu peux acheter, par exemple, des sociétés cotées en Suisse qui sont négociées en devise suisse. Logitech ou des sociétés de santé en Suisse. Il y a des bonnes sociétés en Suisse aussi. Ok? Acheter notre propre panier d'actions ou des ETF. Là, c'est la question du siècle. Il n'y a pas de bonne réponse. Je te dis pourquoi. Moi, j'ai choisi mes actions. Pour ma copine, elle a un portefeuille d'ETF. Donc, vous voyez, donc moi, j'ai fait son portefeuille d'ETF. Et pourquoi je ne fais pas la même répartition que moi avec des actions? Parce qu'elle a un profil de risque différent. Elle a une aversion au risque très élevée. Donc, elle a beaucoup d'obligations, par exemple, brésiliennes, chose que je ne possède pas. Donc, vraiment, ça dépend de chacun. La question que je te pose est, est-ce que tu es intéressé par l'analyse financière? Est-ce que ça te plaît de passer, je ne sais pas, si tu as une dizaine de sociétés dans ton portefeuille, est-ce qu'à chaque 3 mois, quand un résultat financier va sortir, est-ce que tu es intéressé de passer 10 à 15 minutes sur chaque résultat financier qui va sortir? Donc ça va donner des heures, 3 heures tous les 3 mois pour regarder les ratios financiers, regarder si la situation de la société est améliorée ou pas. Si tu dis non, je ne vais pas faire ça, donc pour toi, c'est un portefeuille d'ETF. Si tu dis oui, je peux faire ça, un portefeuille mixte. Tu dis non, je suis intéressé à faire ça et je vais avoir des rentabilités plus élevées, donc tu vas acheter tes sociétés à 100%. Donc la réponse, c'est plutôt quel est ton niveau d'aversion au risque et quel est le niveau d'intérêt qui tu as sur les marchés financiers. Ma réponse est plutôt liée à ces deux variables. Mes amis investisseurs, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, hein. C'était très intéressant. On a beaucoup profité de ces moments. Je vous souhaite une excellente soirée. On va être ici mardi prochain à 20 h. On a parlé donc des 3 erreurs à éviter une fois qu'on achète les ETF. J'ai parlé un peu de mon opinion par rapport aux marchés. J'espère que ça vous intéresse aussi. N'oubliez pas de rester connecté sur Club des valeurs. N'oubliez pas qu'à minuit, c'est à minuit à 23h59, c'est la dernière opportunité pour devenir un insider et faire partie de ma formation privée.
Si vous êtes intéressé, si vous voulez savoir tout ce qu'il y a dedans, il suffit d'aller sur clubdevaleur.com parce que dans quelques heures, dans quelques minutes, là, on va clôturer. Il n'y a plus de place pendant les prochains mois. Ça marche? Mes amis investisseurs, allez sur Club de Valeur sur Instagram aussi. Je partage beaucoup des choses, je réponds à vos questions. Ça fait plaisir d'être ici avec vous. On s'y tient au courant et on se voit mardi prochain à 20h. Allez, à plus.